Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire présenté par le Collège MREX. Aujourd'hui, on va discuter de politique, de macroéconomie et les impacts sur vos investissements comme investisseur immobilier multilogement. Ça me fait très plaisir aujourd'hui d'être là avec notre CFO, Dr. Christian Bordelot. Pour ceux qui sont nouveaux chez MREX, que ce soit autant au niveau MREX que du collège MREX, je suis extrêmement heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous êtes plus de 650 qui sont inscrits à ce webinaire. MREX, à la base, est une entreprise technologique. Donc, l'acronyme MREX veut dire Multifamily Real Estate Exchange, ou la traduction un peu baboche de Bourse de l'immobilier multilogement. On travaille à bâtir de la technologie, des outils technologiques et du data pour aider les investisseurs immobiliers, que vous ayez 1000 portes ou que vous ayez 6 portes, pour vous aider dans vos acquisitions, dans la gestion de votre portefeuille, dans votre prise de décision. Et également, on a le Collège MREX qui est spécialisé en éducation pour les investisseurs immobiliers. L'objectif étant d'offrir la plus haute qualité de formation et de pédagogie spécifique aux investisseurs immobiliers multilogement, peu importe c'est quoi votre cheminement scolaire, votre background professionnel ou votre expérience comme investisseur immobilier. Aujourd'hui, avec moi, Nicolas Ray, PDG de MREX, j'ai Dr. Christian Bordelot, qui est CFO chez MREX, donc chef de la direction financière de MREX. Dr. Bordelot, et comme on aime l'appeler, Christian, et bien sûr, a des études postdoctorales à l'École nationale d'administration publique et à l'Université d'Oxford, en plus d'avoir fait le programme de CFO avec le Rotman School à l'Université de Toronto. Bien sûr, possède un PhD, donc un doctorat en économie comportementale. A été, avant MREX, créateur et superviseur du Centre d'excellence sur le financement de l'habitation à la SCHL, basé à Ottawa, et a aussi été chef économiste et directeur national de la pratique d'évaluation financière des programmes gouvernementaux chez Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, merci d'être là aujourd'hui, Christian. Plaisir. On a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on a préparé notre webinaire, si on peut, dans la pré-discussion, déjà, je pense qu'on était rendu à 20-25 minutes simplement à parler d'un peu des nouvelles du jour. Mais commençons par le début. D'ailleurs, tu as passé au 96.9 FM, la radio à Lévis, ici à Québec, pour justement parler de... Je pense que ça fait même presque un mois, ou même peut-être plus qu'un mois, où tu es venu parler justement de l'effet que le COVID allait avoir potentiellement sur le Canada, sur le Québec, sur l'immobilier. Puis à ce moment-là, je pense que le COVID est encore juste une simple nouvelle un peu passagère de ce qui se passait en Chine. Ça ne nous affectait pas vraiment. On ne voyait pas ça venir. Alors, est-ce que tu veux peut-être rafraîchir la mémoire des gens qui écoutent présentement? Puis, je pense que c'est utile parce que ça nous permet, de voir comment on peut, pas nécessairement prévoir ce qui va arriver, mais poser des opinions intelligentes et stratégiques, mais aussi comprendre la vélocité de ce qu'on vit présentement. Ben, je pense que s'il y a des gens, d'ailleurs, qui ont eu la chance de s'exposer à notre nouvelle série, là, la Minute économique qu'on a lancée en janvier, je pense que c'était dans une des peut-être des 5 premières minutes économiques qu'on a tournées, donc au mi-janvier, où je parlais déjà là, du coronavirus puis de son impact en devenir. Puis ensuite, bon, ça s'est accéléré, tout ça. Et encore là, avant finalement que ça nous atteigne réellement, on a fait une deuxième minute économique au début, je pense, là, autour du 10 ou vers le 10 février. Donc, on a encore parlé justement des impacts.
Bon, ultimement, bon, on n'est pas content d'avoir eu raison, mais finalement, on a eu raison parce que c'est exactement ça qu'on pensait qu'elle allait se passer, qui s'est passé. Et puis l'impact, là, il a été très, très rapide, même d'une façon surprenante, là, l'impact a été très, très rapide. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder, je pense que, tu sais, dans plusieurs entrevues qu'on a fait justement avec 96, on en a parlé aussi dans un des récits qu'on a fait ensemble, on en a parlé aussi justement dans ces minutes économiques-là, puis dans les textes qu'on a publiés. Il faut regarder ce qui se passe au niveau international, puis rester à l'affût de ce qui se passe au niveau international, parce que ça a un impact au niveau local. Et en temps, disons, normal, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Et là, je pense que là, le COVID, c'est un exemple là, extrêmement tangible du fait qu'il faut vraiment là, être à l'affût de ce qui se passe dans les autres pays au niveau des différents facteurs qui ont un impact sur les taux d'intérêt, sur les conditions d'emprunt, sur la liquidité et puis l'appétit aussi pour du crédit ici au Canada puis au Québec plus particulièrement. Absolument. Puis, tu as parlé aussi beaucoup dans les. Tu as une série avec MREX qui s'appelle La Minute économique. Puis c'est intéressant parce que quand on retourne en arrière puis qu'on regarde les minutes économiques des derniers mois, on voit aussi la progression du COVID, on voit la progression des impacts, en fait, puis aussi la progression des annonces. Parce que, tu sais, veux pas ce qu'on vit présentement, c'est de l'inconnu, c'est arrivé de manière assez drastique et aiguë. Et les annonces viennent en compte-gouttes. On voit que certains ne sont peut-être pas nécessairement préparés. Euh, Comment tu vois ça à date, la réaction, autant d'un point de vue que ce soit global que d'un point de vue peut-être national ou même provincial? Bien, c'est certain que je pense que maintenant, on voit bien là, d'un point de vue international, donc puis faut prendre la peine de parler de deux types de réponses différentes. Donc, il y a une réponse sanitaire et il y a une réponse économique. Donc, au niveau sanitaire, différents pays ont eu différents types de réponses. On prend l'exemple, puis je pense que c'est probablement le meilleur, mais du Vietnam et de la Corée du Sud, qui, eux, ont choisi de ne pas fermer l'économie, de faire des tests massifs, même avec des drive-through, des stops sur les autoroutes, sur les boulevards. Et de cette façon-là, on a eu très, très, très peu de morts, en fait, moins de morts que tout simplement le Québec, avec une population de 60 millions, ils sont à quelques centaines de kilomètres de la Chine. Donc, il y a des réponses de type là, testing massif, avec un contrôle là, très important de la population à ce niveau-là, qui a fait en sorte que leur économie a continué de fonctionner, sont restés ouverts, si on veut, au niveau économique. Et il y a d'autres types de réponses complètement à l'opposé où les gens ne portent pas de masque, continuent d'aller finalement se promener pas de masque pendant une très, très longue période avant que là, tout d'un coup, on fasse un shutdown complet. Et malgré ce shutdown-là, les gens continuent de se promener sans masque, contrairement, par exemple, à l'approche vietnamienne, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, même Allemagne. Donc, on a des pays qui, ça commence à devenir très, très clair, on fait du testing massif avec des masques, ont gardé leur économie beaucoup plus ouverte que nous, ils ont moins de cas, moins de décès. Et d'autres types d'économies, comme le Canada, les États-Unis, bon, évidemment, là, l'Italie, c'est le pire, là, mais ont resté là, sans protection, sans testing massif pendant une longue période et ont eu là, vraiment un début de catastrophe, ce qui a entraîné une fermeture complète de l'économie. Donc ça, au niveau sanitaire, on le voit déjà, là, sans entrer dans le détail là, endormant de tout ça, il y a vraiment déjà une très, très grosse différence en termes de réponse sanitaire. Et le type de réponse sanitaire, bien, par effet de rétroaction, vient d'une certaine façon structurer le type de réponse économique qu'on va avoir. Donc, dans un pays où est-ce qu'il y a très, très peu de décès, il y a très, très peu de cas, donc le type de réponse économique va être différent parce que finalement, les gens ont continué d'aller travailler. L'économie, évidemment, a ralenti, mais elle se poursuit. On n'est pas en chute libre comme, par exemple, on le vit aux États-Unis ou au Canada. Ici, donc, évidemment, on a fermé l'économie. Donc, là, le type de réponse économique, ben, c'est vraiment différent parce que là, on parle de gens qui tombent qui sont licenciés, des gens qui ont des grosses pertes au niveau des PME. Donc, il y a une catastrophe économique dans un microcosme qui se produit actuellement. Donc, la réponse économique actuellement, c'est vraiment d'injecter des sommes faramineuses. Au Canada, on parle
d'augmentation de 33 de la dette en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est vraiment, c'est très, très important comme type de réponse. L'approche est, l'approche est très différente en différents pays, puis même en différentes provinces ou différents États à travers même un pays. Euh, Certains vont dire ou certains vont être inquiets par justement la quantité d'argent qui est imprimée ou la quantité ou l'ampleur des mesures, autant que ce soit au niveau euh, budgétaire qu'au niveau monétaire. Puis il y en a d'autres qui disent qui sont très encouragés parce que, exemple, ce que ça a pris 8 mois à avoir comme réaction, par exemple en 2008, bien, cette fois-ci, par exemple, la Fed et le gouvernement américain ont eu la même sorte de réaction, mais quasiment en l'espace de 8 jours. Comment toi tu vois ça, autant que ce soit peut-être du côté américain, parce que du côté américain, je pense que c'est important d'en parler. Ce que les États-Unis font et ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, on ne peut pas être naïf, ça nous impacte ici au Québec, mais aussi comment tu vois la réaction au niveau canadienne ou québécoise? Il y a une façon de voir, de comparer notre réaction, hein, puis de regarder ce que les autres pays font. Donc oui, il y a les États-Unis, mais il y a la France, il y a l'Allemagne, tous les pays scandinaves. La Hollande, la Suède. Tout à fait, mais on peut même penser au Japon, on peut penser donc il y a plusieurs pays qui ont différents types d'approches et ces approches-là vont avoir un impact aussi sur, même l'endettement du pays parce qu'on pense à la France, par exemple, eux ont choisi de subventionner à 100 pour que les personnes continuent de travailler, restent en entreprise malgré, la crise. Donc ils n'ont pas, fait face à des licenciements massifs, comme les États-Unis. Aujourd'hui, juste avant qu'on débute la discussion, Honda, Toyota, là, tous les manufacturiers automobiles japonais aux États-Unis ont licencié 25 000 personnes de plus qui se retrouvent à l'instant. Là. Donc, ça ajoute à 13 millions maintenant d'Américains qui font la réclamation ça ne s'appelle pas l'assurance chômage, là, mais donc sur le Ouais. chômage, ils sont sur le chômage finalement. Et donc, la réponse qu'on a va vraiment déterminer qui va être licencié, quand et comment. Donc, la réponse, je l'appellerais plus européenne, excluant la Grande-Bretagne. C'est une approche de maintenir les gens en emploi, avec d'une part un angle économique, mais aussi un angle psychologique, hein, parce que bon, c'est une période qui est très, très difficile. Les émotions sont importantes, comment on se sent par rapport à tout ça, puis comment on se sent par rapport à ça va avoir un impact aussi sur la reprise ensuite. On comprend que c'est un virus, c'est passager, il va finir par passer. Ce n'est pas une récession qui est due à des facteurs fondamentaux dans l'économie. Ce n'est pas une récession comme en 2008 où finalement on avait des papiers commerciaux adossés à des actifs qui n'étaient pas des actifs. Ou Mm. ce n'est pas la crise des dépôts, par exemple, qu'on a déjà vécu dans le passé. Ce n'est pas non plus un boom technologique, finalement, qui s'effondre tel un soufflot au fromage. On parle vraiment juste d'un virus qui est passager. Donc, à ce niveau-là, ces approches-là plus européennes font en sorte et font le pari qu'en gardant les gens en emploi le plus longtemps possible et en la plus grande quantité possible, d'un point de vue économique et psychologique, on va être dans une meilleure posture ensuite pour redémarrer l'économie. Les PME n'ont pas fermé, ne sont pas en faillite et de cette façon-là, on va être prêt à reprendre la production beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est très, très différent de nous, ce qu'on vit actuellement ici au Canada. On a-tu à s'inquiéter comme investisseur immobilier, justement, puis comme entrepreneur? Parce qu'effectivement, tu sais, puis autant moi et toi, personnellement, c'est des discussions qu'on a eues considérant ça. Tu sais, j'ai soulevé le point cette semaine avec d'autres personnes que on prend l'exemple de la subvention salariale au niveau du fédéral qui vient subventionner 75 des salaires des PME. Une hausse, parce qu'initialement, je pense que c'était 10. Puis, sauf que ce que les gens oublient, c'est que, d'un, les salaires ne représentent pas 100 des dépenses d'une entreprise. Et dans plusieurs cas, il y a des entreprises présentement qui ont perdu 100 de leurs revenus. Alors, pour eux, la subvention, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Finalement, ça ne les aide pas pantoute. Et ça a un effet parce qu'ultimement, on sait que l'économie est très drivée par les PME et
il y a une chose, comme tu dis, la crise sanitaire, oui, il y a un certain drame humain, puis on sait que la santé, c'est important, puis on veut traiter cette crise sanitaire-là, on veut la contrôler, mais certains diront qu'il ne faut pas que la crise économique résultante de la manière dont on a traité la crise sanitaire soit finalement pire. Puis en ce moment, on dirait qu'on ne sait pas vraiment justement est-ce qu'on va aller plus vers le modèle européen ou est-ce qu'on maintient la route vers ce qu'on fait présentement? Ben, c'est certain que d'un point de vue économique, l'approche européenne, dans une perspective où la crise dure quand même plusieurs mois, va avoir moins d'impact économique, Ouais, ultimement, donc moins de drame humain parce qu'on sait aussi, les faillites sont très corrélées avec l'augmentation des suicides aussi. absolument. Il y a eu beaucoup de données qui ont été regardées dans le contexte même très, très récent aux États-Unis, des études qui ont été faites sur quel a été l'impact du conflit entre la Chine et les États-Unis au niveau du trade war, là, de l'exportation, etc. Et Ouais. ça a très, très durement affecté plusieurs fermes américaines. Oui, on tenté de les subventionner. Mais il y a eu presque là, du double là, de fermettes américaines qui sont tombées sous le Bankruptcy Act. Et de ça, il y a une augmentation aussi au double des zones de suicide. Donc, il y a quelque chose là qui se passe. Donc, il faut rester aussi attentif à ça. Ceci étant dit, ça va dépendre de combien de temps la crise elle va durer. La plupart des PME, d'un point de vue statistique, ont du cash flow pour un mois. Donc, ça, c'est bien connu, là. Bon, écoute, il y a des exceptions. Évidemment, c'est une distribution normale, là. Il y a des gens qui ont 6 mois de cash flow, il y en a qui ont juste 2 semaines. Ouais. Mais normalement, en général, c'est environ là, entre 4 à 6 semaines de cash flow. Donc là, on a un problème où il y a beaucoup, beaucoup de PME qui vont entrer là, dans les prochains jours dans cette période-là, hein. Donc, on a commencé le shutdown autour le ou vers le 16 mars. Donc, il y a beaucoup de PME qui vont entrer dans cette zone-là. Donc, ça sera à voir, ça va être quoi là, l'impact économique au niveau des PME. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est dans une espèce de laboratoire où, avant d'intervenir, on attend de voir combien de faillites vont survenir avant de bonifier davantage des programmes d'aide. Alors qu'en Europe, eux, n'attendent pas ça. On dit, écoutez, on va éviter tout ça, là, et puis on va attendre que le virus passe. Si le virus, je veux dire, c'est comme disait M. Legault, ici au Québec, avec les modélisations, on a un plateau autour du 16 avril, puis autour du début mai, finalement, bon, les choses pourraient reprendre. On parle même de réouvrir les chantiers de construction. Et les Bon, terrasses? et certaines terrasses à Montréal, là, Mme Plante veut réouvrir les terrasses. Bon, mais là, on peut s'attendre à ce moment-là, et on l'espère, à ce que l'ensemble de l'économie soit réouverte, si tant est que la santé publique le permet. Mais si ça devait durer, là, ou qu'on avait finalement, un peu comme au Japon et en Chine, un deuxième ressac, là, ça va être très, très difficile pour les PME qui actuellement ne sont pas suffisamment bien protégées. Tu le mentionnais, je parlais avec quelqu'un qui me dit, moi, je fais quoi? Là? J'ai 15 millions de frais fixes par mois. Je n'ai pas personne qui m'aide en ce moment. Je n'ai aucun programme qui est destiné à m'aider. Donc, on met beaucoup de poids sur les épaules des entreprises et au niveau de l'immobilier aussi, en invitant les locataires, s'ils ne sont pas capables de payer, de finalement reporter. Et on dirait que le parallèle se fait très bien avec les PME aussi. Finalement, les employés sont protégés d'une façon comme de l'autre. Soit leurs salaires sont subventionnés, 25 est payé par la PME, ou vont sur finalement l'assurance emploi, ou ont un 2 000 d'urgence. Et de l'autre côté, les employés gouvernementaux, eux, sont à la maison avec la plein salaire. Ici, moi, dans la région de l'Outaouais, il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux. Les gens sont plus en forme que jamais. Leur terrain est bien râtelé. Écoutez, tu sais, donc, Les il y a voisins des ne se sont jamais autant parlé. il y a des gens qui, finalement, trouvent ça pas si mal d'une certaine façon, là. Donc, il y a juste les PME, on dirait actuellement, qui paient vraiment le fort prix et des gens qui vont tout perdre aussi au niveau personnel suite à ces faillites-là. Ouais. C'est intéressant que tu en parles, puis surtout le point des suicides. D'ailleurs, je l'avais lu, tu me l'avais partagé, l'étude sur les agriculteurs qui se sont suicidés suite au trade wars avec la Chine. Parce que, tu sais, on a tendance des fois à prendre, tu sais, encore plus au Québec, on est un peu plus tu sais, du centre-gauche que du centre-droite, mettons, versus, on va dire, les Américains. Donc, on a un peu plus une pensée je vais l'appeler poliment la pensée néo-marxiste socialiste des licornes et des arcs-en-ciel. En fait, que ça prête bien présentement avec tout le monde qui met des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres.
mais que, tu sais, on entend souvent des choses de la santé, ça n'a pas de prix, tu sais, puis, mais il faut faire attention parce que la santé, elle a un prix. Tu sais, toi qui as été en plus très, très impliqué au niveau des partenariats publics-privés, de comment calculer le coût de toutes ces choses-là. La santé, on sait qu'elle a un prix. Il y a quelqu'un qui paye pour la carte soleil. C'est pas gratuit. On vit dans un système capitaliste, dans un système économique basé sur le capitalisme. Donc, la santé, elle a un prix. Puis, je ne dis pas ça de manière froide. Je veux dire, tu sais, toi-même, tu l'as vécu. Présentement, tu l'as vécu, le COVID, d'une part et d'autre. Mais la santé n'a pas de prix, mais il ne faut pas oublier que oui, c'est une chose, la crise sanitaire, mais la crise économique, comme tu viens de l'expliquer, elle pourrait avoir des effets pires d'un point de vue de santé globale. Certains diront même que euh, si on tombait dans une dépression à cause de la pandémie, qui pourrait avoir finalement plus de décès par le suicide et par le drame humain causé par les problèmes économiques qu'au final qui étaient causés par la maladie en tant que telle. Ben, c'est sûr que au moment où on réagit, c'est difficile pour les gens de le conceptualiser, mais la santé, elle a un prix très, très clair. Et au Canada, une vie vaut 9,5 millions en moyenne. Aux États-Unis, c'est 14,5 millions. Et ça a été, les gouvernements reconnaissent ça dans toutes sortes de publications. C'est vraiment pas. D'ailleurs, il y avait un article même dans la presse hier qui rapportait ces valeurs-là, qui sont connues de tous les gens là, qui travaillent à faire des recherches dans ce domaine-là. Donc, c'est pas quelque chose de surprenant. Et les gouvernements vont agir d'une façon ou d'une autre pour, finalement, avec une approche coût-bénéfice, pour réguler nos vies et réduire finalement les paiements, dans le fond, par rapport à ces valeurs monétaires-là. On peut penser à la SAAQ qui en fait une business de ça. Donc, on décide finalement quel va être le prix de faire de la motocyclette basé sur les coûts, etc., les remboursements. Bon, évidemment, l'assurance maladie du Québec. À tous les jours, le gouvernement pourrait intervenir dans nos vies pour interdire certaines pratiques qui sont dangereuses. Par exemple, on ne fait plus de parachute au Québec ou on doit mettre un casque de motocyclette dans une décapotable parce que c'est plus sécuritaire. Et là, toutes ces mesures-là, finalement, Misère. peuvent, oui, mais toutes ces mesures-là peuvent améliorer. Donc, le gouvernement va intervenir dans une approche coût-bénéfice parce qu'on ne peut pas intervenir constamment dans tout pour tout réduire les dangers. Donc, à un moment donné, on va en venir finalement à faire un calcul coût-bénéfice avec le COVID aussi et de se dire, bon, voilà, à ce point-ci maintenant, on considère là, qu'on va réouvrir l'économie avec X, Y, Z précautions. Puis oui, il va y avoir des conséquences. Oui, il va y avoir des gens qui vont mourir suite à ça, mais à un moment donné, il y a un coût-bénéfice. Et malgré que politiquement, c'est très, très difficile d'articuler ce discours-là, par en arrière, c'est des décisions qui vont se prendre. Et ultimement, la vie, elle a un prix, puis il ne faut pas se leurrer. C'est bien calculé tout ça. Effectivement. Euh, il y a un de nos auditeurs qui dit: J'aimerais vous entendre sur le fait qu'il y aurait eu une crise économique malgré le COVID. Une récession était imminente, voire même une dépression. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire-là? Euh, ben, d'une part, tu sais, les gens qui ont des boules de cristal à ce niveau-là ont rarement du succès, là. Euh, même ceux qui ont une historique d'avoir prédit certaines crises, comme Robert Shiller, qui était un prix Nobel d'économie, bon, ça fait environ 4 ans qu'il dit qu'incessamment, tout va basculer. Donc, dans un horizon économique, 4 ans, c'est très, très long. Là, donc, c'est probablement pas. Tu veux dire, à un moment donné, après combien de temps est-ce qu'on vient dire que la prédiction est plus bonne? Est-ce que dans 6 ans, s'il y a une récession, on va dire ah ah, Robert Shiller avait raison. Donc, après 8 ans, après combien de temps? Donc, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt différents facteurs fondamentaux. Et évidemment, chaque pays est différent. Euh, la dernière crise qu'on a eue, puis il y a beaucoup de gens qui en ont parlé en pensant qu'elle allait en avoir une autre en raison de l'immobilier, parce qu'évidemment, la dernière crise était par rapport à l'immobilier, ça a frappé l'imaginaire. Puis c'était des discussions qu'on avait constamment lorsque j'étais à la SCHL au financement de l'habitation. La réalité, c'est que oui, il y avait un surendettement dans 2 villes au Canada, donc Vancouver, Toronto, mais le reste du pays, les données étaient tout à fait normales, là. Donc, l'idée que
tous les gens tentent constamment de maximiser les emprunts qu'ils font en tout temps. Ben, ça, c'est faux et on le voyait très, très bien. Tu peux prendre une ville comme Québec, tu vas regarder les ratios dans la ville de Québec de la population au niveau de l'habitation, puis ils sont tout à fait normaux. Il n'y a absolument rien qui se passe dans la ville de Québec. Donc, et ensuite, on regarde aussi les défauts, etc., les pertes d'emploi. Donc, il y avait aucun indicateur réel dans l'économie canadienne qui permettait là, à qui que ce soit de sérieux de prédire finalement à n'importe quel moment précis une crise économique. Donc, évidemment, un choc externe peut amener une crise économique. Des gens se demandaient est-ce que la crise entre les États-Unis et la Chine pourrait finalement causer quelque chose en regard maintenant des différentes ententes qu'on a eues au niveau de, que ce soit du lait, etc., au niveau de l'agriculture, du bois. Finalement, rien de tout ça là, nous affectait grandement. Puis, évidemment, nous, notre marché est très, très différent des États-Unis. On a la SCHL qui assure la majorité des prêts unifamiliales. Une grande partie, en fait, de tout ce qui est sur le marché unifamilial, il y a un seul assureur, donc c'est la SCHL aussi. Donc, le marché est très, très robuste en termes de capacité d'absorber une récession. Là. Donc, il n'y avait pas vraiment d'indicateur là, avant la crise. C'est facile aujourd'hui de dire ça, mais je ne pense pas qu'au Canada, il y avait des indicateurs là, très, très robustes. Et s'il y en avait eu à la SCHL, on les aurait regardés là, attentivement. Peut-être plus aux États-Unis, tu sais, il y a un auditeur qui mentionne l'espèce de, je ne sais pas si c'était une crise ou le début de crise dans le repo market aux États-Unis, là, aussi proche je pense en septembre 2019, que déjà on voyait qu'il y a des choses qui se passaient là-dedans. Euh, D'ailleurs, cette personne demande c'est quoi votre opinion sur l'assouplissement quantitatif justement depuis septembre euh, et qu'est-ce qui se passait dans le repo market? As-tu des commentaires là-dessus? C'est-tu quelque chose que tu as regardé? Moi, je n'ai pas regardé le repo market là, attentivement, là, je vais l'avouer. Au niveau de l'assouplissement, ben, on en a parlé plus d'un point de vue taux d'intérêt. Donc, moi, à plusieurs reprises, d'ailleurs, je l'avais mentionné dans le passé que les taux d'intérêt allaient rebaisser. Ouais. C'est quelque chose qui, d'un point de vue politique, Donald Trump, ça fait 2 ans qu'il demande à la Fed de baisser les taux. À ce moment-là, les gens l'accusaient d'interférer avec le travail. Moi, encore à un certain moment de ça, je disais au Canada, on remonte les taux beaucoup trop rapidement. Je le disais d'ailleurs sur mes médias sociaux. Donc, finalement, on est revenu en arrière au niveau des taux parce que la consommation, finalement, n'était pas capable de soutenir, là, finalement, tout ça. Là. Donc, je pense que ça, c'est un problème que nous, on avait documenté dans le temps qui était relié à un endettement qui est quand même assez élevé. Donc, à un moment donné, tu sais, la consommation, le crédit, ça a une certaine limite. Donc, dans ce contexte-là, le gouvernement a dû prendre des mesures pour ralentir finalement ça. Donc, on a eu le stress testing qui a été mis en place au niveau hypothécaire, on a un paquet de mesures. Et une de ces mesures-là, c'était de remonter le taux d'intérêt. Mais ultimement, ça a été trop rapide, trop tôt. Et Ouais. puis, il y a eu toutes sortes d'événements internationaux qui sont venus interférer avec ça. Donc, il y a eu des conflits au Moyen-Orient. Il y a eu ensuite le conflit avec la Chine. On a eu des problèmes d'approvisionnement avec les voies ferrées. Bon, là, évidemment, le coronavirus qui arrive. Donc, tu sais, ça n'a pas été une période non plus très, très facile pour Non, mettre ça en c'est place clair. ces mesures-là. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, il y a des choses aussi qu'il faut faire attention. Tu sais, exemple, la fameuse inversion des taux, tu sais, au niveau du long terme, court terme, des choses comme ça. Parce qu'on est quand même dans une économie, on va dire, assez comme on dirait en anglais, novel, tu sais, une nouvelle économie où, tu sais, il y a une sorte quasiment une fusion entre les politiques monétaire et fiscale ou budgétaire. Là, on le voit d'ailleurs aux États-Unis avec la Fed, là, où la Fed s'est mise à racheter non seulement des obligations, des bons du Trésor, mais maintenant des obligations corporatives. C'est la première fois que la Fed fait ça aux États-Unis. C'est quelque chose que Ben Bernanke, l'ancien chair de la Fed, avait d'ailleurs amené le Japon à faire, voilà quoi, 10, 15, 20 ans. Là. Mais ça reste que ultimement, la Fed ou la Banque du Canada qui imprime l'argent, ça reste que imprimer cet argent-là, rentrer de la dette encore plus dans l'économie, ça reste c'est de la dette qui est détenue localement. Tu sais, c'est pas de la dette. Je veux pas, ça change les effets que ça pourrait avoir sur nos économies. Ben, c'est certain que, tu sais, dans les temps de crise comme on vit actuellement, donc c'est des crises inouïes,
regarder les réactions du marché, c'est assez futile. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu comme, tu prends une poule, tu lui coupes la tête, là, tu la regardes courir, puis elle court n'importe comment, n'importe où. C'est un peu ça la réalité parce que je veux dire, les marchés ont déjà, puis je veux dire, ça a été même, admis là, en congrès par Alan Greenspan après les enquêtes qu'il y a eu sur l'effondrement du marché en 2007-2008. Il s'est Ouais. levé puis il a dit: «I never thought the market would behave this way». Et dans son dernier livre, il a avoué finalement que le marché était irrationnel en grande partie. Ouais. Je veux dire, on annonce 25 000 nouveaux masques, puis le marché bouge de 300 points suite à l'annonce. Tu sais, ça devient ridicule. Donc, il faut, je pense, se détacher un peu de qu'est-ce que le marché fait, parce que le marché s'est financialisé à un point tel qu'il est déconnecté de l'économie réelle. Ouais. Donc, l'économie réelle, c'est ce qu'il faut regarder pour comprendre ce qui va se passer à moyen long terme. À court terme, le marché fait un peu n'importe quoi. Ça monte, ça descend. Là, on a une annonce, ça va monter. Là, ensuite, il y a des gens qui essaient de faire descendre ça avec tout ça. Donc, tu sais, c'est pas vraiment C'est juste des intéressant. swings de psychologie. Là. C'est ça. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue fondamental, c'est pas intéressant là, vraiment. Donc, il faut regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie réelle. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, ce qu'on vit actuellement, c'est pas une crise qui est due à des fondamentaux, là. Donc, on n'a pas un surplus de production, on n'a pas une baisse de la demande suite Donc, c'est vraiment là, quelque chose qui est très émotionnel et qui est relié finalement à un virus passager et au fait que le gouvernement a artificiellement stoppé littéralement le travail dans l'économie. Donc, c'est quelque chose de très, très différent. Et la réaction du marché, quelque chose qui est inusité comme ça, qui est basé dans de l'émotion, de l'anticipation, avec une information qui est extrêmement limitée. Quand c'est rendu qu'on réagit à des points de presse, écoutez, là, je ne dirais pas, à un moment donné, il faut se calmer. Est-ce que ça veut dire que pour l'investisseur immobilier moyen, celui qui a un bloc appartement ou quelques immeubles ou même un imposant parc immobilier, le mot d'ordre, finalement, c'est du calme. Puis regardons les fondamentaux, puis à moyen long terme, les fondamentaux, ils font encore du sens. Ben, au niveau de l'immobilier, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est quelque chose qu'on avait quand même bien documenté au niveau de la SCHL, c'est que lorsqu'il y a des soubresauts économiques, Mm. il y a deux facteurs qui viennent impacter finalement les livres de l'assurance hypothécaire. Donc, évidemment, que c'est le divorce et la perte d'emploi. Et lorsque ça survient, les gens se retrouvent principalement dans le logement locatif. OK. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir évidemment une augmentation de la demande pour des logements locatifs. Donc, d'une part, parce qu'il y a eu des pertes d'emplois, mais pas tant uniquement pour ça, parce que ces pertes d'emplois-là sont en grande partie artificielles, Ouais. mais c'est parce qu'il y a plusieurs PME qui vont faire faillite finalement si la situation dure ou que les programmes gouvernementaux ne sont pas bonifiés. Et D'ailleurs, lorsque le Conference Board of Canada a annoncé hier qu'ils projettent que d'ici les prochaines semaines, on va atteindre 3 millions d'emplois perdus au Canada. Oui, donc il y a certains de ces emplois qui vont pouvoir se reprendre assez rapidement, là. Mais il y a beaucoup de compagnies qui vont avoir fait faillite. Donc, Mm. ils ne pourront pas réengager ces gens-là. Et donc, d'une part, il y a des gens qui auront perdu leur emploi, ce qui va entraîner des défauts au niveau hypothécaire. Donc, ça va les pousser finalement vers le marché locatif. Donc, ça, c'est bien documenté. Et aussi, évidemment, les propriétaires de ces PME-là qui ont une propensité marginale plus grande que la moyenne à posséder des propriétés unifamiliales ou des types de propriétés qui sont hypothéquées et qui, eux aussi, vont probablement tout perdre ça. Donc, ces gens-là aussi, ultimement, vont devoir se retrouver à quelque part et souvent vont se retrouver, point de vue statistique, dans le marché locatif. Donc, Ouais. le marché locatif va avoir une augmentation de sa demande et ultimement, à court, moyen terme, quelqu'un qui possède actuellement des logements locatifs, là, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si tant est qu'on avait de petites craintes quant au paiement des loyers au niveau de avril, mai, juin peut-être, finalement, ça semble quand même bien se dérouler sur le terrain. Mm. Donc, si tant est que quelqu'un est capable d'obtenir ses loyers et puis d'attendre, ben, c'est la meilleure stratégie, là, à mon avis, actuellement. Puis on s'entend, puis tu en as parlé dans une de tes épisodes de la Minute économique. euh, à certains endroits, on était en pénurie de logements avant que la crise, avant que la pandémie arrive. Là, la construction est arrêtée. Fait que
je veux dire, on est encore techniquement en crise de logement. Alors, s'il y a plus de gens qui s'en vont en logement à cause des divorces, des pertes d'emploi, ça a une pression finalement euh, sur l'offre et la demande des logements. Puis on avait déjà une certaine pression, on veut pas. Oui, bien ça, d'une certaine façon, on peut penser que c'est intéressant, mais en même temps, là, rendu à un certain point, ça peut amener des problèmes collatéraux. Donc Ouais. là, on voit déjà des administrations municipales qui vont commencer à mettre, ça va leur donner finalement ce qu'il y avait de besoin pour se justifier d'un point de vue symbolique Une et raison de serrer la vis encore plus contre les méchants propriétaires. tout à fait. Donc, on parle de, tu sais, les rénovictions, on veut tout arrêter ça, sortir bon, ça va devenir plus compliqué dans ce contexte-là. Et je pense que la crise actuelle va donner, là, au niveau symbolique, là, tous les outils pour que les administrations municipales là, puissent intervenir. Donc, il faut faire attention. Tu sais, oui, c'est intéressant parce que ça va augmenter la demande, mais étant donné la situation qui était déjà quand même, avec des taux d'inoccupation très, très bas, ça peut amener des administrations municipales ou des arrondissements là, à mettre en place des mesures qui sont encore plus interventionnistes dans le marché économique. Si tu étais à la tête d'un gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme programme pour les PME, pour les investisseurs, pour... Ben, pour les PME, je pense que, sachant que la majorité des emplois au Canada proviennent des petites et moyennes entreprises, et sachant que, je dirais, ultimement, les gens qui paient des taxes, ce sont ces gens-là, ultimement, hein. Donc, la majorité des gens qui travaillent, bon, paient des taxes. Donc, tous les programmes sont payés par ces gens-là. Ben, moi, c'est certain que je mettrais en place des mesures pour que les gens restent en emploi. Donc, je serais très favorable à une approche de type européenne et de s'assurer que ces gens-là puissent continuer à travailler. Justement, bon, au niveau émotionnel, au niveau économique, c'est très, très bon. Et de s'assurer qu'il y a une espèce de équité aussi dans notre société. Parce que là, on voit actuellement des gens qui travaillent au gouvernement, eux, bon, tout va très, très bien. Il n'y a aucun stress financier, aucune conséquence économique. Les pensions ne sont pas touchées. Bon, tout va bien. Des grandes entreprises, plusieurs, là, officieusement, bon, me disent ben, écoute, c'est pas mauvais, ça élimine, ça weed out les petits qui nous faisaient du trouble, donc c'est pas Ouais. mauvais. D'un autre côté, ça vient wiper toutes les entreprises qui étaient très, très innovantes, qui investissaient énormément pour innover. Donc, ils gardaient très, très peu de cash parce qu'ils innovaient, ils développaient des technologies, développaient toutes sortes de choses. Donc, ça vient vraiment les frapper durement. Les programmes actuels ne les protègent pas. Puis, évidemment, la plupart des entreprises de services, etc., aussi, qui sont lourdement affectées. Donc, là, il y a comme un régime actuellement où les PME sont affectées. Les grandes entreprises, eux, ont de toute façon, d'une part, ont les reins solides, plus, ben, ça fait un petit peu leur affaire dans certains cas. Et la subvention salariale leur convient très, très bien. On dirait qu'elle a été designée pour des grands cabinets, etc., des usines. Et de l'autre côté, bien, au niveau gouvernemental, bien, c'est un moment pour faire le ménage du printemps, faire des rénovations à la maison soi-même et puis se mettre en forme. Donc, il y aurait, je pense qu'il y a un manque d'équité actuellement dans notre société. Et j'ai hâte de voir si on va redémarrer les chantiers de construction, puis on va laisser les autres fermés pendant ce temps-là. Donc, il faudrait être équitable, je pense aussi. Donc, on est tous ensemble contre le virus ou quoi, là? D'ailleurs, c'est drôle parce que là, tu es allé vers la construction. Une question, c'est, on aimerait t'entendre sur la reprise en construction. De quelle façon tu penses que ça va se faire et par rapport aux autres secteurs, puis c'est quoi les mesures qui vont être mises en place? Ben, c'est c'est quoi qui est demandé là, actuellement par plusieurs regroupements. Il y a eu des représentations même qui ont été faites directement au niveau du gouvernement. Donc, c'est un secteur qui a la capacité d'aller rencontrer le premier ministre. Ce n'est pas tous les Oui. secteurs qui ont un porte-parole ou des porte-paroles pour aller rencontrer. Et on fait une opération de relations publiques qui est quand même très, très efficace. On l'a vu se dérouler dans les médias. Les médias en ont fait qu'une bouchée de ça. Donc, le premier ministre, dans une conférence hier, a parlé de réouvrir les chantiers de construction avant peut-être le 4 mai. Donc, la porte, elle est ouverte pour ça. Évidemment, il y aura des mesures qui sont mises en place pour ça, mais ces mesures-là vont être probablement très similaires à ce qu'on demande à Canadian Tire, Costco, Walmart, là. Donc, puis ça, c'est un peu l'ironie dans tout ça, sans... bon, je ne veux pas que ça soit péjoratif, là, mais je veux dire, il y a des line-up pour aller chez Canadian Tire, pour aller chercher des affaires qui ne sont pas tous essentielles.
Et bon, c'est le temps de faire ci et ça à la maison, on va là, ou quoi que ce soit pour la voiture. Et puis rendu à l'intérieur, ben, c'est le zoo. Donc, tu sais, oui, à l'extérieur, il y a des morceaux de tape, mais rendu à l'intérieur, ben, c'est un peu n'importe quoi. Pendant ce temps-là, il y a des PME qui sont en train de fermer. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine équité dans tout ça. Puis oui, les chantiers, c'est important, mais l'ensemble de l'économie est importante là, parce que ultimement, les gens qui vont acheter des propriétés, je veux dire, il faut qu'ils travaillent aussi. Là. Donc, si on a 3 millions de gens en difficulté financière, puis qu'on réouvre les chantiers, on n'est pas nécessairement plus avancé. Il faut qu'on travaille tous ensemble, puis il faut que les programmes gouvernementaux soient là pour faire en sorte que les. Tu sais, si la crise sanitaire, elle est si importante que ça, mettons en place les programmes pour faire en sorte que ça ne soit pas important que le chantier reste fermé plus longtemps pour les PME. Et puis, ultimement, je veux dire, on dit aux locataires, vous êtes prêts à le payer, attendez quelques jours, quelques semaines. On ferme la régie du logement pour pas qu'il y ait d'éviction ou quoi que ce soit. La plupart des gens qui ont des contrats actuellement, on dit, ben, on ne peut pas les honorer à cause de COVID. Donc, je pense que ça va être la même affaire au niveau de la construction, si tant est qu'il y avait ce problème-là. Je veux dire, là, actuellement, ben, on veut réouvrir pour des questions financières. C'est correct, mais l'ensemble de l'économie aussi veut réouvrir pour des questions financières. Donc, je pense que ça va être de regarder, est-ce que finalement, ça va être équitable ou ça ne le sera pas? Oui, parce que je pense que, tu sais, pour les gens en immobilier, comprendre, là, euh, j'aime ça utiliser une métaphore de l'expropriation. Tu sais, en ce moment, il y a comme un espèce de deux poids, deux mesures où, euh, exemple, c'est comme si on allait dans certains quartiers puis on disait, bon, ben, vous avez une maison de 200 000, fait qu'on va vous donner 75 de la valeur de votre maison lors de l'expropriation. Puis on va aller dans un autre quartier. Ah, vous avez des maisons de 700 000, 800 000, 1 million. Vous, on va juste vous donner 25 de la valeur de votre expropriation parce que vous êtes correct. Vous avez du jeu en masse, mais ça, c'est ne pas considérer plusieurs autres facteurs. C'est très binaire comme manière de penser. Puis d'ailleurs, ça reste mon opinion personnelle, c'est pas une opinion professionnelle, mais bien personnelle où, effectivement, tu en as parlé tantôt, le coût-bénéfice de la distanciation sociale, de rester fermé, de prolonger cette distanciation-là, versus réellement, est-ce qu'on est en train de prendre des décisions basées sur de la science, basées sur également des statistiques ou des chiffres qui ont été bel et bien vérifiés et validés, ou est-ce que là, on a juste décidé de prendre un chemin où on tombe un peu dans l'hyperbole, puis ça fait la job, puis la vie est belle, puis les conséquences ou les choses qui sont néfastes, ben, si ça ne nous affecte pas, ben, c'est pas trop grave parce que ça fait du sens pour nous autres. Ben, c'est là que lorsqu'on comparait les approches, puis on parlait tout à l'heure de la Corée du Sud, Ouais. ces gens-là n'ont pas fermé leur économie. Le Ils n'ont pas Vietnam fait non de plus. Hein. distanciation sociale, ils ont porté des masques, ils ont eu des approches de testing très, très poussées. Nous, on a une autre approche, évidemment, qui a un coût économique très important pour nos entreprises, etc. Ceci étant dit, je veux dire, si on considère que le risque en vaut la chandelle pour aller acheter du pot à la SQDC, pour aller s'acheter des bières importées à la SAQ, que c'est possible d'aller chez Walmart, dans les quincailleries, aller se magasiner des CD. Alors, on ne ferme pas les sections qui sont non essentielles. Donc, il y a vraiment un deux poids, deux mesures de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est considéré essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si la maladie elle était si létale et finalement, quand le calcul coût-bénéfice était si important, tout serait fermé complètement. Là, on considère qu'il y a une certaine zone de risque qu'on est prêt à accepter dans certaines conditions pour certaines compagnies. Bon, bien, ça, c'est tel que tel. Ceci étant dit, si par exemple, on en vient à décider que dans les chantiers de construction, par exemple, le protocole, c'est de se laver les mains, d'avoir des gants, tout le monde a des masques, on est à 2 mètres l'un de l'autre ou pas plus d'un employé par étage ou quoi que ce soit, ben, ça devrait être des critères, dans le fond, que n'importe quelle entreprise devrait avoir le droit de mettre en vigueur. On parle aux États-Unis de Amazon qui a des protocoles, General Motors, Ford, toutes des usines qui sont prêtes à réouvrir avec ces protocoles-là mis en place. Moi, je ne suis pas un spécialiste de santé publique, là, mais moi, mon opinion, c'est de dire si c'est acceptable pour GM puis Ford, pourquoi pas pour Toyota puis Honda? Et si c'est acceptable pour Amazon, ben, pourquoi pas pour d'autres compagnies? Et si c'est bon pour Ouais. la construction ici au Québec, pourquoi pas pour d'autres PME qui sont capables d'être responsables aussi et de mettre en place des protocoles comme ceux-là, puis quitte à se faire inspecter, se faire auditer. Mais là, de dire, par exemple, on rouvre un secteur de l'économie,
et sans offrir la possibilité à des PME de se conformer, on les laisse fermer encore, alors qu'on est très, très conscient que ces compagnies-là ont en moyenne un mois de cash flow. Ben là, littéralement, on les met à bas, là. Puis qu'on leur donne une subvention de bidon, finalement, qui vient techniquement prendre en compte peut-être 25 à 40 de leurs dépenses. Là. Je parle de la subvention salariale. Là. En réalité, n'importe qui connaît l'économie d'une entreprise, là, 75 des salaires, c'est peut-être 25 à 40 des coûts d'opération d'une entreprise. Alors, si l'entreprise a perdu 100 de ses revenus, ou 75 ou 80, ou même quasiment 50, ça reste que l'entreprise est à perte pareil. Puis, on est capable de continuer, exemple, à laisser un Walmart vendre des jeux vidéo, mais le marchand du coin de jeux vidéo, lui, est obligé d'être fermé. On peut aller au Costco acheter des livres, sauf que la librairie du coin de la rue, elle, qui est opérée par 2 Québécois, par exemple, ben, elle est obligée d'être fermée, elle perd ses revenus. Ah, mais de l'autre bord, ben, on va ouvrir un panier bleu sur Internet avec une technologie de 1992, puis on va venir la subventionner à côté. C'est là que ça ne marche pas. Là. Ça ne fonctionne vraiment pas. Ben, c'est très difficile. Je parlais avec un entrepreneur qui est dans le secteur du génie. Puis il me disait, bon, écoute, tu sais, moi j'ai 250 employés. Là, on les a tous licenciés. On parle de la subvention, ben parfait, mais là, elle est annoncée, elle est supposée de s'en venir. Finalement, c'est le 6 avril, elle n'est toujours pas là. Le 7 avril, elle n'est toujours pas là. Le 8 avril, elle n'est toujours pas là. Là, on fait faire des téléphones. On dit peut-être cette semaine, mais peut-être en début de semaine prochaine. Et puis, à partir du moment où elle est annoncée, on parle de 6 à 8 semaines avant de recevoir l'argent. Il dit, on n'a pas le cash pour garder un payroll de 250 personnes pendant déjà 4-5 semaines qui se sont écoulées, plus un autre peut-être semaine avant de faire les applications, plus ensuite un autre 6 à 8 semaines avant de recevoir l'argent. Donc, les individus, personnellement, qui attendaient des chèques de 2000 $, ils les ont déjà reçus. Pendant ce temps-là, on soumet les PME à quasiment 2 mois de stress financier. Donc, lui, il dit, ben moi, la conséquence de ça, c'est que je ne suis pas capable de réengager ces gens-là, malgré l'annonce. Donc là, on a 250 personnes qui se revirent et doivent aller finalement demander du chômage et pour se faire payer par le gouvernement, par l'assurance chômage. Donc, c'est un peu cacophonique tout ça, là, c'est certain. C'est clair. Il y a un autre auditeur qui demande comment seront financées toutes ces politiques de soutien financier du gouvernement? Doit-on prévoir une hausse éventuelle des impôts pour financer ces programmes-là et les repayer? Ben, comme je le disais tout à l'heure, là, on parle, en l'espace de quelques semaines, d'une augmentation là, de 33 de la dette du Canada. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont assez vieux qui se rappellent, dans le temps du premier ministre Chrétien avec Paul Martin aux finances, on coupait, on coupait, on coupait. Il y avait même un sketch de RBO. Paul Martin avait une scie mécanique, on coupe, on coupe, on coupe. Il coupait même la table, on coupe, on coupe, on coupe. Je dirais, partez de là, là jusqu'à aujourd'hui, là, incluez le fonds des générations, tous les remboursements, ça vient de disparaître en 6 semaines. Donc, c'est certain qu'il va falloir que ça se rembourse. Hein. Et plusieurs diront, ben, écoutez, on n'est pas rendu comme le Japon. Ben, c'est vrai, sauf que, je veux dire, ultimement, la dette, là, on paie des intérêts quand même dessus. On paye une partie importante de nos taxes et impôts qui va uniquement à payer des intérêts là, du service de la dette. Donc, ça va augmenter aussi. Il est fort à parier qu'il y aura une révision de Standard & Poor's, tout ça, dans les agences de cotation par rapport à nos ratios et tout ça. Donc, ça peut Ouais. augmenter même notre service de dette. Donc, il y a toutes sortes d'implications. Pas certains qui seront gentils et qui diront, mais écoutez, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de COVID. Là. Donc, ceci étant dit, oui, ultimement, à terme, ben, c'est peut-être pas nous tant que ça, parce qu'on commence à être vieux, mais certainement, je pense à mon garçon. Ben, mon garçon va devoir rembourser ça toute sa vie, là, sous toutes sortes de formes. On est déjà les plus taxés en Amérique du Nord, ici au Québec. Donc, c'est quelque chose qui va malheureusement là, pas changer avec toutes ces dépenses-là supplémentaires qu'on fait. Absolument. Tantôt, tu as parlé on a parlé de la solidité du système bancaire canadien. Je ne sais pas si on en a parlé ici dans l'émission ou si on en avait parlé avant, moi et toi. Là. Tu sais, la solidité du système bancaire canadien versus l'américain, justement à cause de la crise des dépôts. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec peut-être ce qui se passe présentement, l'impression, tu sais, parce que souvent une impression aussi que le Canada, c'est plus stable, le Canada, c'est plus sécuritaire et tout ça. Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé ailleurs dans le monde avec cette crise-là, ou ce qui va se passer aussi au niveau
de différentes crises économiques versus le Canada, est-ce que ça peut avoir un impact positif sur des choses comme, d'ailleurs, le sol migratoire, l'immigration et tout ça, qui a aussi un impact important sur la valeur des immeubles et la valeur locative? Ben, d'un point de vue de solidité bancaire, c'est clair que le système canadien, en ayant un oligopole bancaire, est plus robuste. Oui, Il est plus réglementé, il est plus robuste, il est plus contrôlé. Donc ça se fait, un peu aux dépens finalement des Canadiens dans une base normale. Il y a moins de compétition, donc évidemment, heu, donc ça, c'est tel que tel. De l'autre côté, lorsqu'on a, une situation de crise, le système est les plus robustes. Un peu comme lorsqu'on fait la gestion du lait, des quantités de lait, des quotas de lait, ben, on paie plus cher le lait, mais le lait, en général, est de meilleure qualité. Donc, on vient comme payer plus cher pour s'assurer une qualité de lait. Donc, on choisit qui peut produire du lait, quand et comment. Même chose au Québec avec le sirop d'érable. Donc, ça, c'est tel que tel. Aux États-Unis, eux, ont un système beaucoup plus décentralisé. Ont vécu évidemment en 1907 la crise des dépôts et à partir de là, ont eu plusieurs instances où des banques ont fait défaut. Même encore là, la dernière crise, il y a eu des banques qui ont fait défaut. Donc, c'est un système où il y a plus de compétition, il y a beaucoup de sortes de banques aux États-Unis. Donc, ça amène des avantages pour la clientèle à certains moments. À d'autres moments, bien, aux États-Unis, il peut y avoir des défauts bancaires. Ça fait en sorte qu'ici au Canada, on ne s'est jamais vraiment préoccupé de est-ce que notre argent est en sécurité, finalement, lorsqu'il est à une banque, en tout cas notre génération et certainement celle qui nous côtoie. Il y a l'assurance dépôt aussi, tout ça. Donc, je pense que ça a été démontré dans des sondages qu'on a fait qu'au Canada, les gens ont plus confiance dans le système bancaire qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte qu'au Canada, on garde moins d'argent, on est moins liquide qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a toujours cette crainte-là de défaut, de paralysie du système bancaire. la non-confiance, si on veut, là. La confiance, elle est différente aux États-Unis qu'au Canada, suite à plusieurs événements historiques aux États-Unis, puis à un système aussi qui est beaucoup plus fragmenté. Même au niveau hypothécaire, ici, on a la SCHL, qui est le seul assureur, donc tout est centralisé à un endroit, contrôlé par le gouvernement. Les États-Unis, on a un alphabet d'organismes qui interviennent, donc on a toutes à l'intérieur des GSI, donc on a Freddie Mac, Fannie Mae, ainsi Ouais. de suite. On a la FHA. Il y a beaucoup d'acteurs avec des réponses qui sont pas toujours corrélées exactement de la bonne façon dans les moments de crise. Alors qu'au Canada, il y a une réponse qui est très claire et très uniforme. Et comme on a un système politique de type parlementaire où le premier ministre est à la fois chef de l'exécutif et chef au niveau du groupe parlementaire qui peut passer des législations, on est capable d'agir très rapidement et on contrôle directement à travers le pouvoir ministériel les sociétés de la couronne comme la SCHL. Alors qu'aux États-Unis, lorsqu'on veut répondre à une crise comme ça, il faut aller dans le Congrès. Là, aujourd'hui, on voit, même si le président a beaucoup de volonté, il doit aller au Congrès. Aujourd'hui, on voit comme réponse, là, il y a de cela quelques minutes, que les démocrates bloquaient un aide supplémentaire de 250 billions, là, je le dis billions en anglais, là, 250 billions pour les petites et moyennes entreprises. Ouais, Donc, 250 milliards, finalement. voilà. Donc, il y a des batailles politiques actuellement. Il y Hmm. a des enjeux importants. Les démocrates tentent de faire passer des petits pet projects à l'intérieur des législations pour aider. Donc, on dit, tu vas avoir une aide pour le coronavirus. Nous, on veut réduire finalement on veut améliorer finalement le fuel économique des véhicules en Californie, ou on veut faire ça, on veut faire ça. Donc, ils utilisent ça. Alors qu'au Canada, on n'a pas vraiment ce problème-là. Donc, on répond de façon plus rapide, d'une certaine façon, là, lorsqu'on est capable de le faire à différentes crises là, qu'aux Oui, c'est États-Unis. ça, il y a beaucoup de différences. Tu sais, même la Federal Reserve aux États-Unis, je veux dire, il y a des grandes banques privées qui sont actionnaires de la Federal Reserve versus la Banque centrale du Canada qui est vraiment l'actionnaire, c'est le gouvernement canadien, là. Donc, c'est vraiment un système qui est différent des États-Unis. Mm. Et malgré tout ça, puis c'est ça qui est surprenant, c'est que malgré tout ça, les États-Unis ont, au niveau économique, été capables de répondre de façon beaucoup plus grande Ouais. en termes tu sais, on sait que les États-Unis sont 10 fois plus gros que nous, mais ils ont répondu 80 fois plus fort que nous.
Wow. Nous, on a une réponse qui est très timide encore là, Hmm. au niveau de, tu sais, je veux dire, là, on parle au niveau Québec, on était fiers de dégager 150 millions là, Ouais. donc, tu sais, malgré qu'on est plus petit, c'est des très, très petits chiffres là, Il considérant il y a des gens qui sont bien fiers de dire regarde les Américains, puis Trump, puis tout ça, que, ils prônent l'économie bien plus que la crise sanitaire. Tu sais, ils reculent un peu sur la distanciation sociale. Nous, on est là à se vanter qu'on est en train d'aplatir la courbe et tout ça. Mais comme on en a parlé tantôt, la santé, la crise sanitaire n'existe pas dans un vacuum indépendant de la crise économique. Là. Alors, il y a des interrelations, c'est sûr. Seul le temps nous dira quelle approche aurait été la meilleure ultimement. Euh, et puis, il y a des épidémiologistes très réputés qui travaillent là-dessus, puis on leur fait confiance. Moi, mon point, c'est plus de dire, à partir du moment où, d'un point de vue santé, on décide de prendre telle ou telle action, ben, il faut corréler cette action-là avec l'aide économique qui est nécessaire pour faire en sorte que finalement, on n'ait pas un impact trop important. Sinon, c'est un peu comme si on a 5 personnes qui rentrent dans le bureau du médecin avec des bronchites ou des pneumonies. Et là, finalement, il y a juste certains individus qui ont une portion de pénicilline suffisante et les autres ont une demi-portion de pénicilline. Et là, tu sais, je vais dire à un moment donné, il faut que tout le monde ait le médicament économique qui est requis pour qu'on puisse tous passer au travers, tous ensemble, comme société, qu'on puisse tous passer au travers de cette crise-là et qu'il n'y ait pas certaines franges de la population qui soient plus affectées que d'autres. Donc, là encore là, les fonctionnaires, eux, ça va très, très bien, mais les PME sont en faillite. Tu sais, il faut que ça soit quand même là, équitable et cohérent, tout ça. Là. On Ouais. soit tous ensemble comme société dans cette crise-là. Côté opportunité, d'ailleurs, il y a une question qui vient d'être soulevée. Comment on fait pour tirer avantage au maximum de la baisse des taux d'intérêt à court, moyen et plus long terme? Mais là, à court terme, il faut faire attention, on parle de quelle baisse. Donc, au niveau Banque du Canada, ici au Canada, il y a eu une baisse. Il y en Ouais. a eu plusieurs, en fait. Là. Donc, les taux variables aussi hypothécaires ont quand même baissé parce qu'ils sont corrélés au taux C'est ça. Donc là, directeur. ceux qui ont fait variable, ils sont très, très contents. Ouais. Moi, je m'en félicite pour mes produits. Le Euh, multilogement, le fixe est plus corrélé aux obligations, puis moins au taux directeur. Mais en plus, il y a une question de spread là-dedans. Là. Il y a une question d'assèchement de crédit. Présentement, c'est pas super facile d'avoir du crédit. La plupart des prêteurs hypothécaires multilogements sont fermés pour les 60 prochains jours. Là. Ils ne veulent plus de dossiers. ouais. Donc, évidemment, là, dans une période d'incertitude, malgré le quantitative easing, ben, plusieurs banques vont stocker finalement cet argent-là d'une certaine façon, vont s'asseoir dessus. Ouais. Là. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans la dernière crise financière. Il faut Et qu'ils compensent pour les moratoires aussi qu'ils ont offert. tout à fait. Donc, ça fait en sorte ultimement que de l'autre côté de la machine à saucisse, on ne voit pas nécessairement tu sais, un assouplissement là, de crédit. En fait, on peut voir même l'inverse. Donc, ça, c'est vraiment à court terme. À moyen terme, à un moment donné, lorsque l'incertitude va s'être dissipée, si les taux d'intérêt restent bas au niveau de Banque du Canada, bien évidemment, ça va finir par se réajuster globalement. Donc, à moyen terme, moi, je miserais, disons, dans les 12 à 18 prochains mois, qu'il va y avoir là, une baisse des taux. Et je pense que je l'avais d'ailleurs déjà dit ça sur mes médias sociaux au mois de février, après mon passage à l'émission La Bulle immobilière, là, avec Kevin Filion puis Jean-François, que évidemment, il fallait penser à moyen terme qu'il allait avoir une baisse à moyen terme. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je crois qui va survenir. Puis ensuite, lorsque la reprise économique va se faire, on va retourner là, plus dans la direction de où on était avant cette situation-là. Ultimement, de toute façon, pour les gens qui sont à l'écoute, ça reste que c'est du cas par cas. Je veux dire, une décision de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on gèle un taux, est-ce qu'on reste dans du court terme au niveau de son portefeuille immobilier, bien, ça dépend grandement aussi de la composition de ton portefeuille immobilier, puis où est-ce que tu es rendu comme investisseur, puis tes décisions au niveau du risque-retour. Là, je pense que c'est difficile de répondre à cette question-là de manière généralisée. Une des Je dirais, variables qu'on n'a pas discuté et qu'il faut penser dans cette équation-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, vont vouloir prendre une assurance SCHL. ouais, Et la SCHL, ben, écoutez, c'est un assureur. C'est un peu comme si vous avez une rutilante Honda Civic SI
et que là, vous avez plusieurs dommages sur votre véhicule, puis vous réclamez à votre assurance, à un moment donné, votre prime va augmenter. Donc là, la SCHL, évidemment, elle va dans un contexte où maintenant elle est plus ancrée sur son risk-based pricing, une réforme qu'on a fait quand j'étais là. Donc, elle va regarder aussi l'impact là, de ça sur ses livres. Et il n'est pas impossible que des ajustements surviennent aux différents produits d'assurance, là. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Oui, il y a le taux, mais souvent, ça s'articule à travers, évidemment, un produit qu'on veut avoir à la SCHL pour faire notre acquisition de multilogement. Des fois, sans la SCHL, même l'acquisition n'est pas nécessairement économiquement possible, pour toutes sortes de raisons. Elle n'est pas analytiquement valide ou elle n'est pas aussi intéressante qu'on le voudrait. Puis ce produit-là, qui est un produit d'assurance, il ne faut pas l'oublier, va probablement évoluer là, avec les différents risques et le réajustement des risques aussi. Considérant la conjoncture économique actuelle et future, quel secteur ou type de placement sera le plus en demande suite à la crise? Obligations, actions, immobilier, placement privé? Ah, ça, c'est une grosse question, je t'avoue. On sait qu'à court terme, généralement, en période de grande volatilité, puis de peur, puis d'incertitude, les gens ont tendance à aller vers des choses plus garanties. C'est pour ça que d'ailleurs, entre autres, le rendement des obligations gouvernementales sont à des bas historiques, là. Ben, c'est un peu aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est que là, actuellement, tu sais, c'est tellement inédit, les gens font n'importe quoi, là. Ouais, Donc là, il y a des gens qui disent: «Ah, la dernière crise économique, tout le monde achetait de l'or, il faut que j'achète de l'or. ouais. Là, tout le monde achète du papier de toilette, il faut que j'achète du papier de toilette». Tu sais, là, Oui, parce que le COVID, c'est une grosse gastro, hein, c'est ça? donc, tu sais, il y a des effets de ce qu'on appelle en économie comportementale de herd behavior, là. Ouais. Le herd Là, en ce moment, mentality, là. c'est incroyable, là. Donc, Ouais. La mentalité de troupeau. tout à fait. Donc là, il y a des mouvements qui se font même sur les marchés avec un gros volume. Puis là, il y a d'autres monde qui se dit: «Oh wow, il faut vraiment que j'aille là-dedans». Il y a du bot trading aussi, il y a toutes sortes d'affaires, là. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la nature finalement de la crise. Donc, c'est un virus avec une paralysie qui est artificielle de l'économie. Donc, tout ça va passer. Donc, je pense que d'un point de vue, si on investit à moyen-long terme, je veux dire, ça ne va pas nécessairement changer notre stratégie d'investissement. Je veux dire, si on avait comme dans notre portefeuille de diversifier, par exemple, le type d'immeubles qu'on avait, par exemple, dans une perspective de multilogement, ou si on avait envie de procéder à des acquisitions d'immeubles, ça ne va pas nécessairement changer ça. Ce que ça va changer, c'est est-ce que je fais des optimisations à court terme à Montréal, dans Rosemont, Ouais. où je me positionne dans le marché immobilier en achetant des propriétés stratégiques que je vais structurer pour les détenir pendant 2, 3 ans avant de peut-être penser faire une optimisation. Hmm. Donc, c'est peut-être plus ça qui va changer en tant que tel que la stratégie globale de dire ben, je sors de l'immobilier puis je me mets dans l'or ou je sors de ça puis je m'en vais dans des fonds. Je pense que c'est plus de se dire qu'est-ce que je vais faire avec finalement mes propriétés immobilières, puis comment je vais me positionner, par exemple, sur le territoire québécois, puis à quel endroit. Tu sais. Ouais. Puis de ne pas tomber dans les extrêmes, parce que tu sais, c'est d'ailleurs l'erreur, finalement, à travers des moments comme présentement, c'est de tomber dans de l'extrême au niveau psychologique et comportemental. Tu sais, de faire, comme tu dis, ah, je sors complètement de l'immobilier ou je sors complètement de la bourse. C'est là, finalement, que les investisseurs font souvent des erreurs qu'ils vont regretter plus tard. C'est d'avoir justement tombé dans l'espèce de herd mentality ou dans les swings émotionnels, qui étaient finalement des swings court terme quand on considère la tangente plus long terme. C'est là que il y a des grands transferts de richesse dans ces moments-là. Oui, exact. Lorsque le virus est arrivé aux États-Unis puis que la bourse a dégringolé, les Chinois étaient prêts, ont acheté à côté. Donc, je veux dire, là, aujourd'hui, il y a probablement des gens qui s'en mordent les doigts d'avoir vendu à ce moment-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, je veux dire, on sait que c'est quelque chose qui est un virus qui est passager. Donc, si la réponse gouvernementale elle est adéquate, on devrait là, s'en remettre assez rapidement. Un peu comme lorsqu'on a un bon traitement pour notre bronchite, on prend nos pompes, aux 2 heures, on prend notre antibiotique, puis ensuite on passe à d'autres choses. C'est certain que si les approches gouvernementales ne se réajustent pas, puis qu'on laisse là, d'énormes quantités de faillites survenir, ça va avoir un impact plus profond. Mais ultimement, je veux dire, il n'y a pas de facteurs fondamentaux actuellement au Canada
qui devrait nous garder là, sous l'eau là, extrêmement longtemps. Et on avait encore de la marge de manœuvre avec la Banque du Canada. Le taux est très, 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 très bas. Donc, je pense que c'est pas une crainte là, qu'à long terme, on soit là, en dessous de l'eau là, à très long Ouais, terme. ouais. Fait que de ne pas tomber dans l'alarmisme. Puis je pense que, ultimement, en ce moment, les gens devraient, d'ailleurs, de toute façon, moi, je suis toujours une sorte de personne qui voit le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Je pense que c'est un moment extraordinaire pour, d'un, apprendre. De deux, puis tu sais, je ne parle pas juste d'apprendre en faisant des cours ou en s'inscrivant à des cours, à lire des livres et tout ça, mais apprendre aussi de s'imprégner de l'expérience qu'on est en train de vivre. Tu sais, je pense que c'est vraiment un temps pour faire ça, puis de réfléchir à sa stratégie et de devenir un meilleur investisseur ou un meilleur entrepreneur. On a un moment incroyable pour ça, finalement. Ouais, on a un moment incroyable aussi pour réaliser que les temps vont changer. Mm. Je veux dire, on a eu plusieurs virus dans le passé. On a eu la grippe porcine, on a eu le SRAS, on a Ouais. eu H1N1. Là, bon, Grippe aviaire. Puis... la grippe, écoute, on les a tous eu, La maladie de la vache folle, on l'oublie toute, celle-là. Oui. Et ultimement, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'est pas nécessairement à l'abri d'autres types de virus. Là, il y a un virus qui a commencé à émerger qui s'appelle hantavirus, qui provient des souris, du monde qui mange des souris, des rats. Il y a toutes sortes de virus qui peuvent, dans le futur, survenir. Et ça fait en sorte, ça, qu'on doit peut-être changer notre façon de gérer notre cash flow, d'être plus apte à faire du télétravail. Donc, ça va restructurer la façon dont on va opérer nos compagnies. Ça ne va pas les empêcher d'opérer. Mais des compagnies qui étaient en train justement de penser à faire plus de télétravail, Mm. puis qui avaient peut-être des réticences psychologiques à ça, ben, maintenant, elles sont plongées dans cette réalité-là. Puis on peut penser que beaucoup d'employés ensuite vont dire, écoutez, vous m'empêchez d'en faire. Ça fait 2, 3 mois que j'en fais du télétravail et tout va bien et je veux continuer comme ça. Donc, il y aura des grands changements au niveau des ressources humaines, des grands changements au niveau de la gestion du cash flow pour les compagnies pour être capables d'être plus résilients dans le futur, tout en pensant que je veux dire, même le COVID peut revenir dans une deuxième vague. On voit au Japon, là, ils retournent en confinement. La Chine a une deuxième ville maintenant qui retourne en confinement après Ouais. une célébration de réouverture. Donc, il peut y avoir des vaguelettes et il peut y avoir aussi une mutation de COVID. Sait-on jamais, un peu comme la grippe. Hein. On a un vaccin chaque année contre la grippe, mais elle revient tout le temps différente. Ouais. Donc, il est possible que ça. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Et la seule chose qu'on peut faire, finalement, c'est de se préparer à être plus résilient dans un futur encore plus incertain que jamais à ce niveau-là. Puis la résilience, ça passe par la psychologie et l'éducation. Tout à Alors fait. là-dessus, j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient à l'écoute aujourd'hui pendant une bonne heure, certainement. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été là. Et Toujours un on encourage tous les investisseurs immobiliers, bien sûr, à garder le cap, à garder le calme, à vous concentrer sur justement votre gouvernance, votre gestion des cash flows et de profiter de ce moment pour devenir des meilleurs investisseurs. Éduquez-vous, prenez le temps de réfléchir à vos stratégies et vos structures. Et on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Christian. Merci, Nick. Bonne journée.